On va passer tout de suite à Robert Lévesque, qui est dans le groupement Karma, et qui va nous expliquer l'autre impact, celui qui est quasiment irréversible. Les emplois, ça se crée, ça se détruit, ça se recrée. La nature et l'environnement, c'est beaucoup plus compliqué. Et on va voir l'effet du tout béton, de cette imperméabilisation des sols sur notre environnement et finalement sur notre quotidien. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je remercie tout d'abord les organisateurs d'avoir fait appel à Karma. En deux mots, Karma est un collectif qui a proposé, dont Jacqueline fait partie, avec auprès du collectif du Triangle de Gonesse. Karma a préparé un contre-projet à EuropaCity pour mettre en œuvre un cycle alimentaire durable avec autour de la plaine agricole et du périurbain autour de la plaine de Gonesse. Donc, je vais vous parler simplement de la préservation des terres nourricières. Pourquoi et comment on doit préserver ces terres nourricières? Donc, je vais commencer mon exposé par le lien entre l'humanité et les ressources naturelles. Je vais développer un petit peu le lien qui peut exister entre les espaces végétaux, les terres agricoles, les forêts et l'alimentation de l'humanité. Et puis, je vais démontrer que nous sommes, au niveau de l'humanité, déjà dans un état de manque d'espaces agricoles et forestiers. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il convient d'appliquer la loi et d'inventer, que ce soit pour l'alimentation, d'inventer une économie circulaire durable, et que ce soit pour les activités urbaines, d'inventer le recyclage urbain, l'économie urbaine sur elle-même. Alors, deux mots d'abord sur le lien entre l'humanité et les ressources naturelles. Pour vivre, pour bien vivre, il nous faut respirer. Et de notre naissance à notre mort, on a besoin d'un air sain. Pour vivre, on a besoin de s'hydrater du premier à notre dernier jour. On a besoin d'une eau potable. Et pour vivre, on a également besoin de se nourrir. Et pour se nourrir, eh bien, on a besoin de végétaux qui captent l'énergie solaire, donc du phytoplancton sur la mer qui capte l'énergie solaire, et puis des végétaux qui captent l'énergie solaire sur Terre. Et ce phytoplancton et ces espaces et ces végétaux sont à la base de toute la chaîne alimentaire qui permet à l'homme de vivre. Donc je veux simplement rappeler, c'est ce qu'on a appris au niveau du primaire, que notre vie, notre qualité de vie dépend des éléments naturels qui nous entourent, de l'air, de l'eau, des terres, des sols, des végétaux. Le second point que je voulais mettre en avant, c'est dire que les ressources marines sont relativement limitées. Aujourd'hui, les ressources marines fournissent 3% des calories consommées par l'humanité et 7% des protéines consommées par l'humanité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre alimentation dépend essentiellement des végétaux terrestres. Il faut bien, on sait bien, vous savez bien que la mer ne peut pas fournir plus de produits, plus de poissons, au risque d'épuiser toute la ressource halieutique, d'épuiser les bancs de poissons. Donc, le futur de l'alimentation, pour pouvoir arriver à l'équilibre alimentaire mondial, il faudra s'appuyer sur les végétaux terrestres. Alors, ces végétaux terrestres, on en a une quantité relativement importante. Ils couvrent pratiquement 9 milliards d'hectares sur la planète. Nous avons parmi ces 9 milliards d'hectares 3,9 milliards d'hectares de forêts, 3,4 milliards
d'hectares de prairies et de parcours, et puis 1,5 milliard d'hectares de terres arables, culture annuelle, et puis des vergers. Donc c'est avec ces surfaces-là qu'il faut envisager d'avoir une nourriture humaine durable. Alors, un autre point important qui me semble devoir être précisé, c'est que ces espaces végétaux remplissent deux fonctions indispensables à l'humanité. Ces espaces végétaux stockent du carbone, capturent du carbone et stockent du carbone, et puis c'est un lieu de vie de la biodiversité. Alors, la capture et le stockage de carbone est un élément essentiel pour l'humanité. Vous savez qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique a lieu parce qu'il y a trop de carbone dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone ou sous forme de méthane. Et donc, un point essentiel, c'est qu'il faut augmenter absolument le stock de carbone dans les sols et dans la végétation, et notamment dans les arbres. Aujourd'hui, les sols stockent l'équivalent de 2 fois le carbone de l'atmosphère, et les arbres et la végétation stockent environ 80% du carbone qui peut exister dans l'atmosphère. Donc il faut absolument aujourd'hui renforcer le stock de carbone tant dans les sols que dans les arbres. Donc la conférence de Bali en 2007 a bien indiqué qu'il fallait absolument arrêter la déforestation. Donc nous n'avons plus que 1,5 milliard d'hectares de terres agricoles et 3,4 milliards de prairies et de parcours pour satisfaire le futur alimentaire, pour satisfaire les besoins alimentaires de la population. L'autre point important, ces espaces accueillent la biodiversité. Alors, j'ai oublié une chose plus qu'importante en ce qui concerne le réchauffement climatique, c'est-à-dire que le réchauffement climatique va engendrer la baisse des rendements agricoles, va engendrer la baisse de la production de biomasse. C'est-à-dire qu'à partir de 2020, de 2025, il y aura de plus en plus d'endroits dans le monde où les rendements agricoles vont diminuer que d'endroits où les rendements agricoles vont augmenter. Donc, ce qui veut dire qu'il faut absolument arrêter ce réchauffement climatique, et donc il faut absolument conserver les forêts et voir augmenter la surface forestière et les arbres, même sur les espaces agricoles. Donc là, on ne peut pas imaginer d'étendre les surfaces agricoles au détriment des forêts. Un point fondamental. L'autre fonction des espaces agricoles et forestiers et naturels, c'est d'accueillir la biodiversité. Alors, on a fait des espaces, des Natura 2000 pour préserver la biodiversité remarquable, ce qui est très important. Mais ce qui est tout aussi important, c'est de préserver la biodiversité ordinaire. Alors, on peut se réjouir qu'hier, la Commission européenne, l'Europe ait pris des décisions pour interdire 3 néonicotinoïdes. Bon, c'est important. Donc, effectivement, la biodiversité est mise en cause à cause d'un certain nombre de pratiques agricoles, mais la biodiversité est aussi mise en cause par la multiplication des routes, des autoroutes, des voies ferrées et autres qui segmentent et qui cassent les corridors écologiques. Et puis, la biodiversité est aussi mise en cause par l'étalement du béton et du bitume. Donc, il faut absolument conserver cette biodiversité. Cette biodiversité, elle est indispensable à l'homme, à la production végétale. Bon, vous avez tous entendu parler
de la baisse de la population d'abeilles. Bon, ça pose un gros problème sur la pollinisation, donc sur la production végétale. On a besoin d'auxiliaires de culture pour manger un petit peu les prédateurs. On a besoin des coccinelles pour manger les pucerons. On a besoin de microfaune, de microflore pour capter l'azote de l'air et pouvoir alimenter en nitrate les plantes légumineuses. On a besoin des vers de terre qui creusent des galeries et qui permettent que l'air et l'eau circulent dans le sol pour avoir un sol vivant et pour la croissance des végétaux. Donc toute la biodiversité ordinaire est importante et donc il faut la conserver. Une des règles de base, c'est que la biodiversité est proportionnelle à la surface qui lui est consacrée. Or, cette biodiversité diminue aujourd'hui. On en est à la 6e érosion de la biodiversité au niveau mondial, mais c'est la première fois que cette érosion est due à l'activité humaine. Donc, il faut absolument préserver tous les espaces et le plus d'espace possible pour conserver cette biodiversité. Donc on voit bien qu'on ne peut pas diminuer les espaces forestiers, il faut donc se contenter des espaces agricoles actuels pour nourrir l'humanité. À partir du moment où on ne peut pas augmenter les surfaces agricoles, où l'on sait que les rendements vont diminuer à cause du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de tempêtes, de plus en plus d'inondations, de plus en plus de périodes de sécheresse, de plus en plus de canicules qui affectent le développement des végétaux, notamment du blé. Le blé en France voit ses rendements stabilisés depuis 1996. Et en Europe, en Espagne, le rendement du blé a diminué depuis 1989. Donc on voit bien qu'il y a une inversion de tendance. Et donc, diminution de la surface agricole, diminution des rendements, cela va poser un problème pour l'équilibre alimentaire mondial, d'autant plus qu'une partie des rendements agricoles aujourd'hui s'explique par l'utilisation, le recours à des ressources naturelles fossiles. Certains auteurs estiment que 5% de la production agricole mondiale est due à de l'eau fossile, notamment autour du bassin méditerranéen, en Moyen-Orient. Et la moitié de la production alimentaire est due grâce aujourd'hui à des nitrates de synthèse produits à partir du gaz naturel, du méthane. Et surtout, on a des hauts rendements à partir de l'utilisation du phosphate et de la potasse d'origine minière. Donc il faut qu'on invente une nouvelle agriculture avec le recyclage de la matière organique pour pouvoir maintenir éventuellement les rendements. Donc c'est vraiment une révolution agricole importante à avoir pour pouvoir nourrir la population dans les années qui viennent. Ce qui est important, c'est de voir que les besoins alimentaires vont augmenter avec la population. Alors, même si on diminue les gaspillages alimentaires, même si on diminue notre consommation de viande, et même si les personnes de l'OCDE changent leur régime alimentaire pour passer de 4000 kilocalories par jour à 3000 kilocalories par jour, il faudra néanmoins augmenter la production agricole, la production alimentaire. Donc, on voit bien qu'on n'a pas gagné. Donc, il y a éventuellement des problèmes de démographie, il y a des problèmes. On peut utiliser et développer de l'agroforesterie. Il y a un certain nombre de solutions, mais il faut néanmoins arrêter de détruire
les terres agricoles qui nous font vivre. Justement, Robert, pour bien comprendre l'impact des constructions des grandes surfaces sur les terres, on se dit naïvement, il suffit de les détruire et de récupérer les terres. Oui, alors à partir du moment où une terre est bitumée, bétonnée, on a fait au préalable, on a compacté la terre, et donc même si on retire le bitume et le béton, on va retrouver une terre complètement compactée. Il faudra plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles, pour que la terre reprenne sa capacité productive. Donc là, c'est très difficile de revenir en arrière. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'au niveau mondial, on est dans une impasse, on est déjà en déséquilibre. L'humanité est en manque d'espace forestier, d'espace agricole. Donc, qui dit déséquilibre mondial, dit obligatoirement déséquilibre local. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on bétonne, on bitume en France des terres agricoles, qu'on détruit des terres forestières, eh bien, on aggrave obligatoirement le déséquilibre global. Et on aggrave également la dépendance de l'Europe et de la France vis-à-vis d'espaces, enfin d'hectares extérieurs. Par exemple, pour l'Europe, aujourd'hui, l'Europe en net importe l'équivalent de la production de 35 millions d'hectares, en faisant bien la soustraction entre les importations et les exportations. Donc la production de 35 millions d'hectares, ça représente, enfin les 35 millions d'hectares représentent 20% de la surface agricole de l'Europe. C'est-à-dire que nous, Européens, dépendons de surfaces du Brésil, d'Argentine, des États-Unis, dépendons de surfaces africaines et d'Indonésie pour pouvoir avoir notre mode de vie aussi élevé en Europe. Au niveau français, bon, si on ne prend en compte que les produits agricoles, on est à peu près équilibré en termes de surface. Par contre, si on prend en compte les produits forestiers, on importe en surface nette, on importe des produits forestiers pour pouvoir vivre, avoir notre niveau de vie que l'on connaît aujourd'hui. Donc, que ce soit la France ou que ce soit l'Europe, à chaque fois que l'on grignote, que l'on bitume, que l'on bétonne, eh bien, on aggrave notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur et on aggrave le déficit global, mondial. Donc, que faut-il faire? Eh bien, la loi est très bien faite, le code de l'urbanisme est très bien fait, puisqu'il dit que le territoire français est le patrimoine commun de la nation et que la gestion de ce patrimoine revient aux collectivités dans le cadre de leurs compétences. Mais l'article L101.2 du code de l'urbanisme dit bien que les collectivités doivent viser à un équilibre entre le renouvellement urbain, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres-villes, des centres-bourgs et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des milieux et paysages naturels. Donc, si on applique, si on se réfère à ce texte, à ce code de l'urbanisme, eh bien, à partir du moment où les collectivités doivent viser un équilibre, qui en fait est déjà un déséquilibre local. Ça veut dire que toutes les collectivités ne doivent pas aggraver le déséquilibre. C'est comme ça que, je pense, on doit interpréter ce code de l'urbanisme. Ça veut dire qu'on doit garder l'ensemble des espaces forestiers et agricoles. Et ce même code de l'urbanisme dit clairement que les collectivités doivent viser la protection des milieux naturels, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes et lutter contre le changement climatique. Donc, si on regarde les fonctions qu'assurent ces espaces agricoles, forestiers et ces espaces naturels, eh bien, aujourd'hui, il n'est plus question de continuer à détruire ce qui nous fait vivre. Et si
pour nos vieux jours, nos enfants et les générations futures, il faut absolument stopper l'artificialisation. Il faut avoir des terres et non des hyper. Voilà. Merci bien.